La lecture du livre en anglais m'avait beaucoup marqué. Il y a le contenu du livre qui est très intéressant. Ça raconte une année d'enquête en 1988 au sein de la brigade des homicides à Baltimore. Et la façon qu'a David Simon de s'attarder sur des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, que ce soit au cinéma, dans les séries télé ou dans les polars, sur le quotidien du travail d'un inspecteur de la brigade des homicides était très intéressante. Donc il y avait le contenu de son livre, et puis il y avait, à mon sens, la remarquable qualité littéraire du bouquin. C'est extrêmement bien écrit, et en le lisant, et c'est la première fois que ça m'est arrivé, je voyais apparaître des pages d'une bande dessinée possible. Je me disais, ça se raconte en bande dessinée, ça. Je voyais un système apparaître, et puis j'avais envie de le faire, en fait. Oui, alors sur le coup, c'était pas ça qui m'avait motivé, mais effectivement, quand j'ai commencé à travailler et à m'intéresser à comment le rendre en bande dessinée, ça faisait partie des choses qui étaient excitantes, parce que ça fait un petit moment que je fais de la bande dessinée documentaire, et dans des bouquins qui sont des récits à la première personne, et le narrateur sert de porte d'entrée à toute une série de questionnements un peu plus larges. Mais là, effectivement, il n'y a pas de première personne. David Simon, qui a assisté à un an d'enquête, ne se met pas en scène, ne fait pas partager directement ses impressions, son ressenti ou son état d'esprit du moment. Ce qu'il met en avant, c'est la voix chorale des 19 inspecteurs de la brigade. Alors on a cette espèce de voix qui à un moment vient s'incarner très précisément dans les pensées ou les réactions d'un des inspecteurs. Et c'était effectivement une façon pour moi de me poser des nouvelles questions en bande dessinée, de me demander comment faire pour avoir quelque chose qui soit plus de l'ordre du récit que de l'ordre du discours, avec cette espèce de cœur des inspecteurs. On va passer de l'un à l'autre, on va les suivre sur différentes enquêtes, et ça renouvelait vraiment le type d'approche que j'avais jusque-là. Je pense que ça vient d'un questionnement et d'un intérêt pour la question de la représentation du monde. Je pense que souvent un de mes moteurs pour aller faire du documentaire, c'est de me dire, il y a une différence entre la façon dont on nous montre telle ou telle chose et la façon dont moi j'aimerais en parler, ou la façon dont tel spécialiste en parle, et il y a la volonté de redire autrement tel ou tel questionnement. Et c'est aussi très présent dans le bouquin de David Simon, cette volonté de montrer que le travail de la police ou d'un inspecteur des homicides, c'est pas vraiment celui qu'on a pu voir au cinéma ou à la télé. Il n'y a pas de poursuite en voiture, il n'y a pas d'échange de coups de feu, il n'y a pas non plus d'enquête fascinante avec des génies du crime qui composent des meurtres savamment élaborés à l'avance, et puis on aurait un espèce de jeu intellectuel entre deux intelligences, celle de l'inspecteur et puis celle du génie du crime qui a essayé de faire un crime parfait. Là, ce à quoi ont affaire les inspecteurs de la brigade des homicides de Baltimore, c'est 240 meurtres par an. Aucun de ces meurtres n'est particulièrement exceptionnel. C'est souvent des meurtres de pauvres, de noirs dans le ghetto, qui vont se tirer dessus pour des raisons un peu anodines, des mauvaises raisons quand même. Il n'y a pas de bonne raison de commettre un meurtre, mais et c'est des crimes mal fichus, improvisés. On tire sur quelqu'un parce qu'il y a une dette de $20, parce qu'il a regardé votre copine de travers, ce genre de choses. Et c'est un quotidien qui est fait de répétitions, d'enquêtes pas très intéressantes intellectuellement, donc beaucoup de monotonie. Et en même temps, cette monotonie avec ce paradoxe incroyable qu'ils ont affaire à la plus grande des violences, en fait. À chaque fois qu'ils se déplacent, c'est sur une scène de crime parce que quelqu'un a été tué. Et David Simon met bien en lumière ce genre de choses. Il s'arrête sur les instants que le cinéma hollywoodien néglige, quand l'inspecteur revient et tape à la machine, quand il interroge des suspects ou des témoins récalcitrants. Toutes ces choses qui sont ni dynamiques, ni très sexy, ni bourrées d'action, ni trépidantes. Lui, il arrive à la fois à les raconter en nous mettant dans la peau d'un de ses inspecteurs, et puis en mettant en lumière des faits qui sont assez révélateurs de la façon dont l'Amérique, et du rapport de l'Amérique à sa violence, en fait. D'où vient cette violence, comment elle est considérée par l'État,
et puis comment elle est vécue par les gens qui sont au contact quotidien avec elle. Non, pour moi, c'est pas gênant parce que l'auteur du documentaire, c'est David Simon. Si, s'il y avait des erreurs ou un problème avec la matière qui est racontée, ça ne peut lui être reproché qu'à lui. Et le bouquin a 25 ans maintenant, ça lui a jamais été reproché. Ce bouquin est considéré comme un des meilleurs reportages sur la police aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a une solidité, une exigence que la suite de son travail n'a pas cessé de confirmer. Cela dit, il y a quand même son point de vue. C'est un bouquin de David Simon, même si je parlais tout à l'heure de la voix chorale des inspecteurs. On sent David Simon derrière, les choses qu'il choisit de garder, les politiques qu'il choisit de mettre en exergue, les absurdités du système, l'évolution vers un travail très... la politique du chiffre, ce genre de choses qui sont un peu dénoncées dans son livre. C'est du David Simon. L'humour aussi sur les personnages, cette capacité qu'il a à la fois à se mettre à leur place et en même temps à conserver un regard distancié. Il y a l'humour des personnages et un peu d'humour sur les personnages, sans jamais verser dans l'ironie ou le cynisme. C'est des choses qu'on a retrouvées, je trouve, dans la série Sur Écoute et dans la plupart de ses boulots à la télévision. Et on a du David Simon derrière, quoi. C'est pas juste les flics de la brigade, il n'est pas complètement absent de ses livres. Et c'est un plaisir c'est pas gênant du tout, c'est au contraire un plaisir d'avoir ça, d'avoir ce scénario-là, quoi, à traiter. Oui, il y avait un travail de documentation, parce que ces flics ont vraiment existé, les affaires ont vraiment existé, et l'engagement pris par rapport à David Simon, c'était de respecter les faits et la chronologie. Et effectivement, il fallait arriver à dessiner 19 flics de la brigade des homicides, sans avoir nécessairement beaucoup de documentation photo, quoi. Pour l'un d'entre eux qui avait joué dans la saison 3 de The Wire, j'avais beaucoup de références. Mais sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des mails à David Simon. On a beaucoup échangé d'informations. Il me les a décrits longuement. Il a décrit le commissariat. Je lui ai posé des questions sur savoir si les flics fumaient en voiture sur une scène de crime au commissariat. Est-ce qu'ils portaient leur pistolet à la ceinture dans le commissariat. Genre de petits détails. Donc j'ai essayé d'aller vers le plus possible d'exactitude, sans non plus être esclave de cette volonté de reconstitution. C'est une ligne de crête entre chercher l'exactitude, chercher à recomposer quelque chose qui a disparu, Baltimore il y a 25 ans, et je ne peux pas retourner sur place et prendre en photo Baltimore il y a 25 ans. Donc il y a la tentative d'aller vers ça, et puis en même temps il y a le fait que ce sera nécessairement à distance 25 ans plus tard. Donc j'ai développé un dessin qui soit assez synthétique. Il ne s'agit pas de reconstituer chaque élément de détail de façon extrêmement précise. Et puis il ne s'agit pas non plus d'être soumis à des détails qui seraient gênants et qui embarrasseraient la qualité du livre. Par exemple, 5 des flics de la brigade n'avaient pas leur bureau avec les autres flics de la brigade des homicides pour des questions de place. Ils avaient leur bureau dans les locaux de la brigade des cambriolages. C'est sans grand intérêt pour l'exactitude. Par contre, c'est un vrai bordel narratif et graphique s'il faut constamment passer d'une pièce à l'autre sans qu'on comprenne pourquoi. Si on l'explique, ça perd du temps. Donc ça, c'est quelque chose que David Simon m'avait signalé et que j'ai pas conservé par souci de lisibilité, en fait. Ça sert à rien d'amener un élément perturbant dans la lecture. Et donc ce type d'écart avec la réalité, je me les autorise. J'aime bien me les autoriser en toute connaissance de cause, en sachant que je fais un pas de côté. Voilà. Je ne sais pas, ça a été un élément de surprise pour lui parce qu'il était journaliste avant, donc c'est des choses auxquelles il avait dû déjà assister. C'est effectivement quelque chose qu'il raconte et c'est vrai que certains flics ont une personnalité, visiblement arrivés sur une scène de crime, ils ont développé de l'humour, une façon de mettre à distance la réalité qu'ils vivent et c'est pour certains d'entre eux des caractères assez truculents et qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres formes dans The Wire, quoi. Mais il dit, David Simon, dans une interview, qu'un des plus gros mensonges de la télévision américaine dans le polar, c'est un inspecteur qui arrive sur une scène de crime, qui soulève le sac plastique et qui, en découvrant le cadavre, fait « Oh, dame !»
Et c'est faux, en fait. Tous les 2 jours, ils ont un nouveau cadavre, donc ils y sont habitués. Ensuite, ils vont à la morgue pour faire une autopsie. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe, visiblement, sur une scène de crime. Et c'est vrai qu'à la lecture de son livre, il y a un peu une surprise de voir ces inspecteurs qui plaisantent, qui semblent assez détachés. Et ça, c'est le premier élément. Mais ensuite, on se rend compte qu'ils vont s'attacher quand même à ces meurtres qui sont compliqués, qui reviennent sans fin, à ces anonymes qui sont tués dans des rues. Ils essayent quand même, pour la plupart d'entre eux, de faire leur boulot. Un peu plus tard dans le livre, on verra des flics qui sont plus désabusés ou qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à résoudre les enquêtes, qui sont probablement pas faits pour ça. Mais certains d'entre eux s'accrochent, malgré des mauvaises conditions de travail, des voitures qui sont pas très efficaces, une pression de la hiérarchie, et puis certaines fois des cas plus importants, parce que politiquement, c'est des affaires plus sensibles, et pour lesquelles ils vont devoir abandonner d'autres affaires et être en priorité sur le meurtre d'une petite fille de 11 ans ou ce genre de choses. Oui, je pense que le tableau, à un moment, finit presque par être un personnage. Il est présent dans le commissariat, sont écrits en rouge le nom des affaires non élucidées, en noir celles qui sont élucidées. Et effectivement, ça met une pression sur les lieutenants qui vont mettre une pression sur leurs sergents, qui vont mettre une pression sur leurs équipes. Et les policiers, au lieu de travailler ensemble, de se donner des coups de main sur des affaires, se retrouvent mis en concurrence les uns avec les autres, les équipes en concurrence les uns avec les autres, les lieutenants les uns avec les autres. Et au lieu d'avoir un effet bénéfique, ça a aussi quelques effets négatifs. Et c'est remarquablement mis en valeur par David Simon, très très bien raconté, dans une scène qui en bande dessinée pose problème, quoi. On a un lieutenant de la brigade qui un matin arrive devant le tableau, et puis de ce que j'ai gardé du livre de David Simon, 14 pages de bande dessinée avec un lieutenant qui regarde un tableau. Donc c'est vrai, quand on se retrouve face à ça, on pourrait se dire, bon, ben, je vais essayer de varier, de faire des dialogues, de les emmener ailleurs, tout en continuant de discuter du tableau. Puis je me suis dit, non, cette immobilité, cet instant figé, il faut le garder. Et j'ai fait 14 pages de bande dessinée avec un lieutenant qui regarde un tableau. Mais du coup, à ce moment-là, on a un problème, mais c'est aussi un défi. C'est aussi excitant d'essayer de le résoudre, de trouver qu'est-ce qui, dans la bande dessinée, me permet de réussir ou pas rater ce chapitre. Oui, moi c'est l'aspect de la bande dessinée de notre travail de bande dessinée qui en comporte plusieurs. Il y a l'écriture, il y a le dessin, puis il y a le découpage. Tous ces aspects sont entremêlés, mais moi c'est le moment du découpage que je trouve le plus excitant. Et là j'avais en tête une narration qui vient un peu du comics américain, avec effectivement ces doubles pages qui est très très utile, qui sont très utilisées dans le comics américain, qui permettent d'ouvrir tout d'un coup un peu l'horizon de la planche, mais aussi de faire des parallélismes, de faire des retours d'images. Et le bouquin fonctionne beaucoup sur ces redites, ces boucles, ces cycles, ces retours d'images qui disent un peu la monotonie ou les situations figées, des interrogatoires qui n'avancent pas, des enquêtes qui sont bloquées et un quotidien qui se répète. Donc il y avait à la fois dans le découpage et ce type de découpage, la volonté de dire cette monotonie, cette répétition, et puis de temps en temps, eh bien, le téléphone sonne, il y a une nouvelle affaire, et, et puis en fait, c'est encore une autre affaire assez identique à la précédente. Et donc voilà, le découpage essaye de redire un peu cette redite, de dire cette répétition, sans être, j'espère, sans être trop dans la stagnation, quoi. Oui, c'était la mise en couleur, elle est faite par Pascal Drac, qui a fait un très joli boulot. Et l'idée, c'était d'être sobre pour 2 raisons. D'abord, pour rejoindre ce que je disais avant, pas essayer d'être hyper réaliste et de reconstituer Baltimore telle qu'elle était il y a 25 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup de détails dans les décors, dans les matières, etc. Pas plus que dans le dessin. Il y a l'idée qu'on raconte avec 25 ans de distance, donc j'essaye pas de faire semblant que j'ai pu tout reconstituer. Et puis cette monotonie des couleurs, ce côté un peu monochromatique ou bichromatique, permettait aussi de redire, encore une fois, graphiquement, cette monotonie. À m'écouter, on a l'impression que du coup c'est un bouquin extrêmement monotone et qui ne raconte que la monotonie, mais justement de temps en temps il surgit d'autres couleurs parce qu'ils sont confrontés à la violence que j'évoquais. Non, pas forcément. Je pense qu'il faut des qualités humaines,
que j'ai pas forcément. Je pense que des auteurs comme Étienne Davodo a cette capacité à aller vers les gens, à raconter quelque chose avec eux, à passer du temps avec eux, et puis à saisir des moments humains qu'il va ensuite raconter en bande dessinée. Je ne suis pas certain que ce soit mon point fort. Par contre, David Simon a fait le travail pour moi, donc j'avais là une matière toute trouvée pour faire un peu autrement que ce que je faisais d'habitude. Après, le 36 quai des Orfèvres, c'est une autre réalité. Il y a beaucoup moins de meurtres en France qu'aux États-Unis. Et fondamentalement, c'est du coup très différent. Ce qui est très surprenant à la lecture du livre de David Simon, c'est 2 meurtres tous les 3 jours, quoi. C'est incroyable, c'est le tonneau des Danaïdes. En résoudre un n'enrayera pas la spirale de la violence. Il n'y a pas d'effet préventif du travail policier. Oui, alors j'ai envoyé d'abord une série de questions préalables au premier tome pour essayer de faire le tour des questions que j'avais vues à la lecture. Si en cours de route il m'apparaissait une nouvelle question, je lui envoyais un mail pour savoir à peu près comment ça se passait. Et puis, je ne vais pas envoyer de planches ou de croquis pendant le travail parce que je pense que l'intérêt d'une adaptation réussie, c'est de conserver le matériel de départ et en même temps de poser sa voix, de s'en emparer, de poser son univers. Donc je préférais faire tout l'album, poser mon regard sur son album et ensuite le lui soumettre. Donc on a échangé des mails pendant une année et puis à la fin de cette année, je lui ai envoyé les 120 pages. Oui, il y a les deux en fait. Il y a un côté défi et un côté plaisir. Moi, j'ai jamais fait de série ou d'album en plusieurs tomes. Donc, c'est intéressant pour moi de le faire. C'est intéressant pour moi de séquencer un petit peu les choses. C'est nouveau. Euh, il y a effectivement un défi. Il va falloir tenir sur la durée, renouveler des idées, pas se répéter, quoi. Mais en même temps, il y a surtout une envie, quoi. C'est comme je le disais à David Simon dans un courrier où j'ai expliqué pourquoi je voulais adapter son livre. Euh, J'envisage avec beaucoup de plaisir que les prochaines années soient occupées à travailler sur ce matériel-là. J'ai un scénario formidable.